Bienvenue au Café Change, le podcast qui interroge l'existence. Tout au long de ma vie, je n'ai jamais rencontré une personne qui ne m'ait rien appris. Du coup, mon objectif est de partager des échanges riches et inspirants avec vous pour qu'ils puissent vous permettre aussi de grandir. Je suis Doudou7 et vous écoutez le Café Change. Est-ce que vous pouvez vous présenter, Elsa? Oui. Bonjour, je m'appelle Elsa Godard, j'ai une formation de psychanalyste et également en philosophie. Je suis directrice de recherche dans les deux disciplines à l'université Gustave Eiffel à côté de Paris, voilà, où je dirige des doctorants, notamment dans le domaine de l'éthique médicale. Par ailleurs, donc je pratique la psychanalyse en cabinet depuis presque bientôt 20 ans. Je suis également conférencière nationale et internationale. D'accord. Voilà, ce qui fait que je voyage beaucoup. Et puis, j'écris énormément. Enfin, je pense que c'est pas mal. J'ai plus de 20 livres à mon actif, dont le dernier sur la culpabilisation sociale, chez Albin Michel, sorti en novembre 2021. Oui, c'est vrai. Un livre assez intéressant de mon point de vue, vraiment. Et j'aimerais qu'on essaie de l'exploiter ensemble. Tout d'abord, c'est vrai que lorsque je me suis posé la question de la culpabilité, au départ, il a vraiment fallu que je la distingue de la responsabilité. Oui. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous pensez de cette distinction-là? Déjà, il y a plusieurs choses. Dans ce livre, je parle plus précisément de culpabilisation. Donc, on aura l'occasion d'y revenir sur l'ensemble des principes d'une société ou qu'une société a de nous faire culpabiliser au sens premier du terme. Il y a donc ce principe de culpabilisation qui émane de l'extérieur. On peut dire donc une culpabilité qui serait exogène à l'extérieur de moi. Il y a aussi la question d'une culpabilité intérieure, c'est-à-dire ce dont on parle tout de suite, endogène, propre à moi, le sentiment du fait que je sois capable de culpabiliser, l'expression de mon sentiment moral. Et puis, il y a le lien entre les deux aussi, évidemment, c'est la question de la responsabilité. Car quand je culpabilise, au sens premier du terme, c'est que j'ai l'impression d'avoir mal agi ou que j'aurais dû agir autrement, ou de ne pas avoir agi d'ailleurs. Et de ce point de vue-là, ça entraîne une responsabilité, évidemment, du fait d'avoir agi d'une certaine manière ou même de ne pas avoir agi. Et donc, la culpabilité est indéfectible de deux corollaires qu'on pourrait dire, la responsabilité bien sûr, et aussi la honte, dont on parlera tout à l'heure. D'accord. En fait, la responsabilité, donc, serait sous-jacente de la culpabilité. Oui, puisque quand on se sent coupable, on se sent responsable d'avoir agi ou dit ou fait quelque chose qui nous pose problème et sur laquelle la mauvaise conscience peut trouver un socle. Ok, alors justement, vous avez dit lorsqu'on se sent coupable. Donc la culpabilité est un sentiment. C'est un sentiment, c'est l'expression même de ce qu'on peut appeler un sentiment moral. Voilà, et c'est très important la culpabilité, puisque la culpabilité, c'est ce qui nous permet d'agir de manière morale et donc d'assurer le bon fonctionnement d'une société et plus largement d'une humanité. Quand on évoque la notion d'un sujet moral, c'est un sujet capable de faire la différence entre grosso modo le bien et le mal. Et donc, on a un sentiment intérieur qui fait que quand on a l'impression d'avoir mal agi ou mal dit, ou comme je le disais tout à l'heure, eh bien, en nous se manifeste un sentiment profond qui est très très bien illustré par l'œil de Caïn dans la tombe, le fameux poème de Victor Hugo, un sentiment profond d'une honte liée à ce geste, ou à cette attitude, ou à ce comportement, ou à cette parole. J'aurais dû, j'aurais pas dû, et effectivement à ce regard sur soi qui fait que la mauvaise conscience nous taraude et qu'on n'arrive plus à dormir et parfois même qu'on n'arrive plus à vivre. Plus largement, on pourrait dire, qu'est-ce que c'est qu'être humain ? Être humain, c'est ne pas avoir un comportement humain. C'est pas simplement être né dans une espèce animale qu'on appelle l'hominité ou l'humanité. On est vraiment être humain, c'est se comporter de manière humaine. Et se comporter de manière humaine, ce n'est pas se comporter de manière inhumaine. Et donc, en cela, de manière, comment pourrait-on qualifier les choses ? Abjecte, immorale, barbare, violente. Et donc, de fait, la moralité du sujet garantit le bon fonctionnement d'une humanité.
être humain, c'est aussi être capable d'agir avec humanité et donc en cela de manière morale. Et donc toute la question liée à la culpabilité et plus largement à la culpabilisation, c'est une problématique morale dans une société. Et donc il y a deux choses. Le fait de culpabiliser, c'est très important parce qu'un enfant, moi j'aimais beaucoup cette idée de Piaget qui disait que on n'apprend pas ce qu'est la justice à un enfant, il déduit ce qu'est la justice parce qu'il fait l'expérience au bac à sable, autant dire dès le plus jeune âge, de ce que peut être le sentiment d'injustice. En clair, il subit une injustice avec un petit camarade, il va mal le vivre, ça va presque être physique, il a mal au ventre, il a un sentiment d'injustice. D'ailleurs, si vous avez déjà vécu ce sentiment d'injustice, c'est vraiment physique, physiologique. Eh bien, de là, il va en déduire ce qu'est la justice. Vous voyez, avant que ce soit quelque chose qui soit rationnel, qui soit théorique, pensé, analysé, c'est quelque chose d'éprouvé. Et ça, c'est très important parce que c'est ça qui nous constitue comme sujet humain. C'est ça qui nous empêche de nous comporter de manière destructrice. Quand on prend l'exemple, classiquement dans la philosophie de l'état de nature, qui est une illustration pour illustrer ce que pourrait être un état pré-société, ce qui n'a pas de sens, puisqu'on a toujours vécu en société, mais... on voit bien que c'est le droit de chacun qui l'emporte. Il s'agit de sauver sa peau en premier. C'est le principe d'autoconservation au détriment des autres. C'est ce qui empêche de faire société. Or, la société repose précisément sur une condition qui est la condition de moralité du sujet. Et d'où la culpabilité est un bon garant. Parce que si je n'avais pas cette mauvaise conscience qui viendrait me reprendre ou me repêcher quand j'agis mal, eh bien, je ferais n'importe quoi. Donc, heureusement qu'on a de la culpabilité. Moi, ce dont je parle et ce que je dénonce, c'est pas le fait de culpabiliser, puisque finalement, c'est inhérent au sujet humain et c'est nécessaire et fondamental. Ce que je dénonce et ce contre quoi je me bats, c'est contre les mécanismes et les ressorts et les techniques, pourrait-on dire, de culpabilisation qui viendraient nous faire culpabiliser de manière inutile. Ça viendrait pas de nous, c'est pas notre sentiment moral. C'est quelque chose qui nous serait imposé par les discours extérieurs et les discours d'une société qui poserait certaines normes de manière abusive. Et c'est ça que je dénonce, ces injonctions-là. Justement, vous parlez d'injonctions permanentes. Oui. Alors, elles représentent quoi, ces injonctions permanentes ? Alors, ces injonctions permanentes, elles proviennent, parce que vous pourriez me dire finalement la culpabilisation dans une société, on l'a connue. Il y a une époque qui a été très manifeste de ça, une époque historique qui est la chrétienté. La chrétienté, c'est une époque où la morale, c'est-à-dire cette capacité à s'autodéterminer, à décider de nos propres comportements et de nos propres jugements en fonction du bien et du mal, ce sentiment moral propre à chaque sujet, c'est confondu avec l'éthique. Ce qu'on appelle l'éthique, c'est ce qui pourrait être des normes sociales, culturelles, historiques, et qui évoluent et qui sont fluctuantes en fonction des époques, des contextes, etc. Donc la morale personnelle et l'éthique collective sont venues se rejoindre, puisque c'est la seule époque, la chrétienté, où la morale est venue se superposer à l'éthique, on pourrait dire. Et donc, ça a duré quand même 15 siècles, la chrétienté, c'est pas rien. Et effectivement, dans un tel contexte, la société fonctionnait à coup de culpabilisation, et c'est comme ça que les gens se soumettaient. Et on voit très bien, d'ailleurs, Max Weber, là, dans l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, il a très bien montré, bon, ça date, 1904, a très bien montré à l'époque qu'il y avait cette représentation du travail et que la culpabilisation, en tout cas, cette représentation du travail était liée à un fait historique. Cette manière de pouvoir créer des injonctions venait aussi d'un fait religieux. Voilà, pour Max Weber, le capitalisme trouve ses racines dans le religieux. Donc ça, c'est quand même un fait très fort. Effectivement, donc c'est en toute logique qu'on va retrouver des injonctions contemporaines qui sont elles aussi le fruit d'une société, alors cette fois c'est plus du religieux, mais qui sont aussi le fruit d'une certaine manière de représenter le monde qu'on peut retrouver dans la postmodernité, par exemple. Alors, on les connaît, ces grands credos. Ça peut être, par exemple, les injonctions de réussite.
Les performances à tout crin, être heureux, être un bon parent, être un super bon au travail, bien réussir ses vacances, voilà, enfin, toutes ces injonctions qui sont des injonctions qui sont de plus en plus exigeantes et de plus en plus difficiles à atteindre, nous mettent en situation d'une politique de ce que j'appelle d'auto-ubérisation, d'auto-évaluation permanente, où finalement on passe sa vie au crible de ces politiques d'évaluation pour savoir si on est performant, si on vit comme il faut vivre et si on est suffisamment adéquat à ces injonctions. Alors évidemment, ces injonctions, elles, vraiment très très fortement enracinées par les grands principes de la postmodernité, exagérées par l'hypermodernité et puis à l'heure de la cybermodernité où on est dans un contexte où le virtuel a un rôle très important à jouer. Ça a pris des proportions surréalistes. Exemple, ça c'est très important de le comprendre et c'est ça peut-être la différence avec les discours de culpabilisation qu'on pouvait retrouver à l'époque de la chrétienté. C'est qu'aujourd'hui, le virtuel et l'usage que l'on a sur les réseaux sociaux, ça nous invite à quoi ? Ça nous invite en permanence à nous mettre en situation de personnes qui attendent d'être évaluées et jugées. Exemple, quand je poste quelque chose, qu'est-ce que j'attends ? C'est un retour sur mon post, donc un jugement. Et si ce jugement n'est pas bon, je me remets en question. Est-ce que j'ai bien fait de penser ça ? Est-ce que j'ai bien fait de dire ça ? Est-ce que je vis comme il faut ? Est-ce que j'aurais dû ? N'aurais-je pas dû ? Etc., etc. Donc en fait, non seulement on se met en situation d'être évalué, mais également, nous rentrons dans ce jeu-là et nous évaluons tout le monde, sans aucune légitimité. Donc, en fait, on se soumet et on est aussi en place de ce que j'appelle des regards juges, où en permanence, ces regards vont nous donner une note, c'est pour ça que je parle d'auto-ubérisation, vont adouber, nous confirmer ou nous infirmer dans notre manière de vivre et plus largement dans notre manière d'être. Donc, vous voyez qu'on est très proche du procès de Kafka, de la culpabilité dont parle Kafka dans le procès, où finalement, le héros se trouve en situation d'être coupable, sans savoir de quoi. Coupable de quoi ? Coupable d'être, coupable d'exister. Vous voyez ? Et donc, c'est ça qui est terrible. Parce qu'on se met nous-mêmes volontairement dans ces situations. Mais on joue aussi le rôle de celui qui va juger et évaluer en permanence. Donc, on va rentrer dans cette mécanique de la culpabilisation. On va culpabiliser des gens parce qu'on va estimer, je ne sais pour quelle raison, qu'un tel pense de travers ou que sais-je encore. Et donc, en fait, et c'est ça qui est très, très important dans ce que je dénonce et ce contre quoi je me bats. C'est que je me suis posé une question, fort de ce constat. Ces mécanismes de culpabilisation qu'on retrouve dans le management, qu'on retrouve dans l'éducation des enfants, qu'on retrouve dans les injonctions de bonne santé, etc., de bonheur, enfin bref, d'image, de politique, enfin il y en a partout, médiatique. Fort de cela, je me suis demandé, dans quel intérêt ? C'est quoi le but de culpabiliser des gens ? Eh bien, c'est là où c'est très fort. C'est que quelqu'un qui culpabilise, première des choses, prenons un cas concret, que j'évoque dans mon livre. Vous avez cette maman qui va à la PMI pour un vaccin pour sa petite fille. Enfin, c'était moi en l'occurrence, la maman. D'accord, donc true story, ok. Et voilà, bah oui, ça a commencé par là, parce que je crois que ça a été le point de déclenchement. Et cette dame, ce médecin me dit, ma petite fille doit avoir 10-12 mois, elle a peut-être 1 an, vous voyez, elle est toute bébé, et elle me dit, je ne vous demande pas si elle mange bien, ça se voit. Elle me dit, les bonbons, c'est interdit, qu'aux anniversaires. Elle n'en avait jamais mangé. Personne donne un bonbon à son bébé d'1 an de peur de s'étrangler, vous voyez. Bref, donc d'une violence terrible, j'essaye de lui expliquer que moi, je fais des bébés plutôt rondouillards, mais qu'après, ils s'affinent parce que j'ai un aîné à qui il est arrivé la même chose, sans inquiétude. Et elle me dit, vous voulez que je vous montre la courbe ? Je lui ai répondu, madame, j'ai pas besoin d'une courbe, j'ai ma fille sous les yeux, ça me suffit. Donc j'ai compris, en sortant de là, je me suis quand même posé la question, est-ce que je fais comme il faut ? Est-ce que je fais bien ? Et j'ai beau être psy, avérée et en plus une maman de galon, puisque j'ai 2 enfants, et ben ça n'empêche pas la remise en question et le doute. Et je me dis, mais
cette femme, elle me culpabilise parce qu'elle colle des discours extérieurs, des normes, des règles qui sont aberrantes et qui nous empêchent de réfléchir par nous-mêmes, qui nous empêchent de faire usage de notre propre jugement moral, qui nous coupent de toute réflexion et qui nous mettent au pas. Et c'est ça le problème de cette culpabilisation. C'est que non seulement il y a deux conséquences à cela. Ça crée des inhibitions. Non seulement on a honte, qui sait qui va créer sous les toits que vous seriez potentiellement pas une bonne mère. Bon. Et deuxième chose, ça crée de la soumission volontaire. Sans réfléchir, je vais effectivement pouvoir agir autrement parce que je veux sortir de cette mauvaise conscience. Ne jamais oublier que la mauvaise conscience en appelle à l'action. Parce que la mauvaise conscience, la première chose que l'on veut quand on souffre de mauvaise conscience, c'est en sortir. Donc on va agir. Et ça, c'est très puissant. Du coup, ce sont ces discours de culpabilisation sociale, ce sont des discours de logique de domination. Parce que quand on a honte, eh bien on se tait et on se trouve isolé, on s'exclut soi-même du monde et de la société. Et en même temps, comme on veut sortir de cette mauvaise conscience, on se soumet volontairement. Pourquoi? Parce que ces injonctions portent sur des comportements humains et moraux auquel nul ne peut avoir prétention absolue. Est-ce que vous pourriez me dire ce que c'est qu'être un bon parent? Est-ce que vous pourriez me dire ce que c'est qu'être un parfait manager? Est-ce que vous pourriez me dire ce que c'est qu'être parfaitement parfait dans les comportements de bonne santé? Personne ne peut cadrer avec ça. Et ces normes, ces idéaux n'existent pas. Ce sont des horizons. Plus on s'en rapproche de l'horizon, plus il s'éloigne, on ne peut pas l'atteindre. Mais vous voyez, c'est ça la perversion de ce système. C'est que ça va créer des idéaux tellement puissants et tellement forts qu'on va essayer de les atteindre, qu'on va nous reprocher de ne pas les atteindre, mais que paradoxalement, c'est ça les injonctions paradoxales, on ne peut pas les atteindre. Et donc, nécessairement, on va être mis en situation de culpabilité. Voilà. Mais d'où est-ce que la personne qui est justement dans le reproche, d'où est-ce qu'elle prend, elle, sa légitimité? Parce qu'elle cadre avec des discours et des normes préexistants. Ben là, c'est là où je vous expliquais que ces injonctions contemporaines, elles viennent des résidus de la postmodernité ou de l'hypermodernité. Donc, par exemple, on est dans des logiques d'évaluation en médecine. Alors, l'exemple que je prenais, notamment l'évidence-based médecine, c'est-à-dire une médecine basée sur des critères objectifs, donc sur des courbes, donc sur des statistiques. Dans une société de l'évaluation permanente, le chiffre, c'est la clé. Oui, c'est clair. Sauf que, est-ce qu'on va réduire un sujet humain à un chiffre? Non, en sachant en plus que le chiffre a lui-même été créé par rapport à un groupe de personnes, mais il n'a jamais représenté personne en soi. Il n'y a pas. Exactement, c'est le problème de la norme qui n'existe pas. Et là, on est dans des mécanismes de normes au pluriel. Des quantités de référents. On ne sait plus à quel sens se vouer. Donc, ça ne peut jamais cadrer. D'où la nécessité, parce que tous ces référents qui sont illusoires nous empêchent de penser par nous-mêmes. Je dois aller à droite, je dois aller à gauche, etc. Ce que je dis, moi, sur la culpabilisation sociale, je dis que la culpabilisation sociale n'est pas un conditionnement par la certitude. C'est un conditionnement par l'incertitude. Ça crée des déboussolés, des égarés moraux. Ça veut dire quoi? Le conditionnement, quand une société, elle conditionne, c'est pour ça que je parle de dictature cachée. Quand une société, elle conditionne, ça crée des dogmes. Donc, le problème, c'est qu'on est effectivement dans une culture d'impensé parce qu'on est dans un registre dogmatique. Okay, la vérité, c'est ça, point. Totalitarisme, les dictatures, enfin voilà. Mais là, c'est pervers parce que ça ne crée pas un conditionnement par un dogme, mais ça crée un conditionnement par l'abstraction, c'est-à-dire par une incertitude. En clair, ça va générer du doute. Là où il n'y en a pas lieu, là il n'y en a pas besoin. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai bien agi? Et comment j'aurais dû? Et donc ce doute, le propre du doute, c'est que le doute, il est fécond quand on en sort. Quand il nourrit un esprit critique et qu'après, comme disait Descartes, à un moment donné, il faut déterminer un chemin, il faut sortir du doute. Mais là où il est destructeur, c'est quand il nous maintient dans l'incertitude. Et l'incertitude, elle nous empêche d'agir et d'avancer. D'où la soumission volontaire. D'où l'isolement. D'où le mutisme. D'où la honte. Vous voyez? Mais ça nous empêche d'avancer, mais par contre, vous avez dit quand même que la mauvaise conscience appelle à l'action. Donc on n'avance pas, mais on agit.
Alors, non, ça nous empêche d'avancer dans le jugement, dans la réflexion, puisqu'on ne sait plus quoi penser. On ne sait plus à quel sens se vouer. On n'interroge plus notre sentiment moral puisqu'on doute tellement de nous. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On agit en se soumettant au discours extérieur pour en sortir de la mauvaise conscience. Donc, c'est de là d'où nous vient en fait l'envie de rachat. Exactement, tout à fait. Alors, la question du rachat, c'est une vaste problématique parce qu'évidemment, ça renvoie au salut. Dans l'histoire des sociétés, du moins occidentales, hein, le sabre et le chrysanthème pourraient parler encore de la société japonaise, mais j'aime beaucoup, je m'étais appuyée sur le travail de Paul Ricoeur et notamment sur un article qui date des années 50 où il distingue la culpabilité mythique des mythes et la culpabilité biblique, donc du salut. Hein. La question du rachat et notamment du salut de la faute, hein, vous savez, hein, l'infralapsaire, l'homme après le péché, est une vaste problématique. Hein, et on voit très bien quand on analyse, d'ailleurs, c'était le sabre et le chrysanthème, c'était ça. Hein, la société japonaise est une société de la honte, la société américaine est une société de la culpabilité, précisément parce que issue des dogmes chrétiens. Voilà, tout simplement. Oui, parce qu'en fait, moi, c'était vraiment ça que j'avais ressenti. Ça m'avait fait vibrer au niveau de ma base et de mon origine chrétienne, on va dire, en termes de croyance. C'est vraiment à dire que dans cette envie de rachat-là et dans la culpabilisation sociale actuelle, moi, ce que je retrouve finalement, c'est la faute originelle. Je ne sais pas si, moi je ne m'inscris pas, comme je le dis dans le livre, hein, je ne m'inscris pas dans un registre religieux, même si c'est difficile de parler de culpabilité ou de culpabilisation sans parler de cela. Moi, je ne m'inscris pas là-dedans parce que j'analyse vraiment des phénomènes contemporains. Et je crois qu'aujourd'hui, le fait religieux, comme Lyotard en 79 parlait de la mort des grands récits, le fait religieux est quelque chose qui est moins présent, du moins je parle d'une société occidentale. C'est une transcendance moins forte, mais je pense que néanmoins, il y a d'autres mécanismes de culpabilisation que le fait religieux et que le rappel du péché, notamment dans les discours ambiants. Voilà. Va-t-on substituer Dieu au capitalisme? Mais en tout cas, je pense qu'effectivement, il y a d'autres discours qui viennent culpabiliser et qui ne sont pas du ressort du fait religieux et qui ne sont pas en lien avec le péché originel du tout. Moi, j'avais retrouvé à peu près le même mécanisme, en fait. Ah oui, ça fonctionne. Oui, puisque de toute façon, le premier meurtre biblique à Abel et Caïn, on voit bien, que j'analyse aussi dans le livre, on voit bien que c'est le fondement de toute société. Hein. Et Freud, par exemple, rappelle très bien, hein, on retrouve dans Totem et Tabou, on rappelle très très bien que la société se construit sur deux interdits et donc sur la culpabilité, sur le meurtre, l'interdit du père et l'inceste. Et on voit bien qu'effectivement, on est sur cette base de la culpabilité qui permet de faire une société. C'est-à-dire que la culpabilité, c'est ce qui nous empêche de mal agir. Et vous avez, par exemple, les problématiques de psychopathie ou de sociopathie, ce sont des problématiques où la culpabilité n'existe pas. Donc, c'est vraiment, ou très peu, enfin, elle n'est pas suffisamment puissante, en tout cas, pour empêcher les passages à l'acte. Ou c'est là où on est dans le pathologique, c'est encore autre chose. D'ailleurs, au niveau du passage à l'acte, vous faites aussi une différence entre ce qui est fait de manière volontaire et ce qui est désiré. Oui, allez-y, précisez, parce que oui, mais... Pas forcément désiré. Alors là, je pense que vous parliez de l'avortement, peut-être, à ce moment-là, la problématique de l'avortement. Alors, je parle de la différence, c'est à partir des choix contraints. Le choix contraint, c'est, comme je le dis assez clairement, donc pour reprendre un exemple de choix contraint, alors je parle effectivement du cas de l'avortement, hein, d'une de mes patientes, c'est un avortement qui m'avait beaucoup marqué. Et puis un exemple emblématique, c'est le choix de Sophie de Styron, où vous avez cette fiction, mais qui aurait pu être une réalité, hein, qui est tragique, où dans un espèce de jeu sadique, un médecin nazi niaiement recueille une Polonaise sur les quais d'Auschwitz avec ses deux enfants et il va lui dire, voilà, juste à la descente du train, après plus de 40 heures de transit affreux,
il va lui dire, puisque tu n'es pas juive et que tu es chrétienne, je te laisse un avantage sur les autres. Tu vas choisir un de tes 2 enfants. Il y en a un qui va mourir tout de suite et l'autre qui va aller dans le camp des enfants. Lequel tu choisis? Et là, évidemment, c'est là où on atteint ce que j'appelle cette folie de l'homme, qui n'est pas une folie pathologique, qui n'est pas un problème symptomatique, mais qui est un problème moral. Là, elle devient folle au sens littéral de ce choix contraint. Un choix contraint, c'est-à-dire qu'on vous oblige à choisir là où vous ne voulez pas choisir. Et que c'est là où je dis qu'effectivement, vous avez la volonté qui tranche là où le désir s'efface. Là où votre désir est ailleurs, le désir de cette femme serait d'être tout à fait ailleurs que dans cette torture morale que ce choix contraint. Mais néanmoins, elle va décider. Donc, néanmoins, la volonté va trancher. Decidere en latin, ça veut dire trancher. Et la volonté va décider elle va voir sa fille partir dans la chambre à gaz alors qu'elle va décider de sauver son fils. Et donc, la volonté va trancher, va prendre une décision là où le désir s'efface complètement. C'est pourquoi je dis, et c'est un des grands ressorts de ce livre, c'est pourquoi je dis c'est le moment où il y a arbitre, car on tranche, mais qui est tout sauf libre. Et je parle d'une parodie de choix comme d'une illusion de liberté. On fait un exercice de liberté, ou du moins de choix, puisqu'on tranche, on décide, mais c'est tout sauf libre. D'où le paradoxe, d'où l'illusion. Et c'est pourquoi je me bats contre ça, parce que finalement, notre société nous donne le sentiment de nous permettre d'être libres parce qu'on fait des choix, et c'est vrai. Mais en même temps, c'est très liberticide, parce que ces choix sont contraints, parce qu'on ne peut pas ne pas choisir. Vous voyez, prenons un exemple concret, c'est quand vous êtes citoyen, vous voulez faire votre devoir de citoyen et vous vous retrouvez au dernier tour des présidentielles avec 2 candidats que vous ne voulez pas du tout. Et que pour faire un barrage, par exemple, à l'extrême droite, vous allez voter un autre candidat, malgré vous. Alors, vous pourriez dire, on peut s'abstenir, ou on peut voter blanc. Mais en même temps, le vote blanc et l'abstention ne sont pas reconnus dans la Constitution. Donc, c'est comme si ça n'existait pas. Donc, vous êtes pris en situation de choix contraint si vous voulez faire votre devoir de citoyen. Et en même temps, si le candidat de l'extrême droite passe, par exemple, ça s'est déjà arrivé 2 fois, donc je peux en parler facilement, vous vous dites, j'aurais dû voter malgré tout. Et puis, si le candidat pour lequel vous n'étiez pas d'accord, mais qui est pour vous moins pire que le candidat de l'extrême droite passe et qui fait de terribles bêtises, vous vous dites, je suis responsable. Et c'est ça qui est terrible dans le choix contraint, parce que néanmoins, on a décidé. Et donc, néanmoins, on a tranché. Et donc, on devient malgré tout responsable. Et ça, c'est terrible. Parce que dans un choix contraint, vous avez à choisir entre la peste et le choléra, entre le marteau et l'enclume. Et donc, comme il n'y a aucune des 2 situations qui vous convient, vous ne pouvez qu'être responsable d'un des choix, donc c'est déjà horrible, mais en plus, vous êtes obligé de culpabiliser parce qu'il n'y a aucune des 2 situations qui vous convient. Donc, vous êtes complètement pris en otage. C'est comme lorsque vous parlez de la problématique éthique que l'on peut retrouver face au tri des patients qu'on a pu voir par rapport à la crise. Exactement. Ça, c'est mon quotidien avec mes étudiants, avec mes médecins, en fait, mes étudiants en éthique. C'est pour eux, en partie, que j'ai écrit ce livre, parce que la question que je me suis posée, alors, le cas que je prends, c'est un de mes étudiants qui raconte, qui témoigne de ce qui lui est arrivé, pendant la crise sanitaire, où au moment, donc l'ARS avait fait en plein cœur de la crise, avait lancé une directive en disant les patients au-delà de 82 ans, on ne les accueille plus en réa. Donc ce médecin de garde, il lui reste une place en réa ce soir, cette nuit-là. Il y a un patient qui vient se présenter, il le refuse. Parce que il se dit que si dans la nuit il y a un autre cas d'un patient plus jeune, etc., il pourra pas l'accueillir, il va l'envoyer à la mort. Donc il décide de refuser de prendre ce patient, en sachant très bien qu'il y a de fortes chances qu'il puisse décéder dans la nuit sans soin. Vers 2h du matin, il va se coucher et là à 7h il se lève et le grand drame c'est qu'il se réveille et le matin il va voir le service et le lit est toujours vide. Et donc, comment ne pas culpabiliser? Et la question que je pose, donc là, c'est vraiment une situation de choix contraint. Lui, il a fait médecine pour pouvoir sauver des gens, pas pour pouvoir faire un choix entre ceux qu'il va sauver et ceux qu'il va laisser mourir sciemment alors qu'il peut les sauver. Et c'est là où la question que je me suis posée, c'est qu'évidemment, vous comprendrez bien que ce genre de situation, ça entraîne une culpabilité inévitable
Complètement. Donc, la question que je me suis posée, qui est une partie très importante aussi de ce livre, c'est qu'une fois qu'on en est arrivé à ce constat, comment on fait pour survivre à ça? Comment on fait pour survivre à cette culpabilité? Et c'est là où j'en appelle à ce que j'appelle un principe de vie, c'est-à-dire quelque chose qui fait qu'en soi, il y a quelque chose de plus fort qui nous tire vers la vie, même si, ou qui nous tire vers le sens, devrais-je dire, vers une raison d'être. Voilà. Et c'est là où je dis que pour pouvoir survivre à cette mauvaise conscience qui est inévitable dans le cas d'échec contraint, eh bien, il faut en appeler à une responsabilité juste et une intention coupable. Alors, l'intention coupable, c'est quelque chose que j'ai emprunté au droit, qu'on retrouve notamment dans le cadre juridique. Quand quelqu'un commet un acte, est-ce qu'il avait l'intention, l'envie, l'intention, le désir de mal faire? Donc là, par exemple, on peut imaginer que Sophie, elle n'avait pas du tout envie d'envoyer sa fille à la chambre à gaz. Oui, bien sûr. Et on peut imaginer que ce médecin n'avait pas du tout envie de renvoyer ce patient chez lui, quitte à ce qu'il meure. Voilà, bon. Donc là, on est vraiment dans ce registre-là déjà, donc c'est de partager la responsabilité. À qui revient le crime? C'est trop facile de dire j'ai pris cette décision, donc je l'assume en totalité. Parce qu'au départ, cette décision, elle ne me revenait pas ce type de choix à faire. Et c'est là où c'est très important de se dire finalement qui sont aussi les responsables et de partager la responsabilité. C'est ce que j'appelle la responsabilité juste. Et finalement, on voit qu'il y a beaucoup de situations dans la vie et surtout dans le cadre actuel où finalement on se retrouve face à des choix contraints. Mais alors, quels sont les objectifs? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on est dans cet environnement qui nous donne beaucoup de choix contraints à faire? Parce que, comme je le disais, il y a vraiment une logique de domination derrière ça. L'avantage de mettre les gens dans situation de choix contraints, c'est qu'on leur donne l'illusion d'une liberté. On les responsabilise au niveau individuel. Et donc, ils se soumettent volontairement, puisqu'ils sont en proie à leur mauvaise conscience, à une culpabilité inévitable. Donc ça, déjà, c'est très efficace en termes de manipulation, si vous voulez. Et la deuxième chose, c'est que comme chacun est empêtré dans sa propre mauvaise conscience, essayons d'atteindre les objectifs d'une société hyper et cybermoderne, sans pouvoir y accéder, en proie à cette volonté de toujours mieux faire, sans jamais se plaindre, de devoir toujours aller être plus performant et plus efficace, logique de rentabilité, et ne pouvant y arriver, porteurs d'une honte qui les condamne au mutisme et les isole du reste du monde, eh bien, précisément, ça empêche de faire corps social. Ça empêche de faire société. Ça empêche d'être une force, une puissance de groupe. Voilà ce que ça empêche. Et puis, troisième chose, donc ça, c'est très important, puisqu'en isolant, il n'y a pas de résistance possible, vous voyez? Oui, aussi. Et la troisième chose, c'est que ça déresponsabilise le collectif, notamment le politique. Oui, qui représente en plus. C'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile pour notamment les discours sur l'écologie de dire à chacun c'est ta faute parce que tu tires pas assez tes poubelles, c'est ta faute parce que tu ne vis pas comme tu devrais vivre. C'est beaucoup plus facile de faire ça parce qu'effectivement, je pense qu'on pourrait tous beaucoup mieux faire et vivre un peu différemment, ça c'est sûr. Mais c'est plus facile de culpabiliser les gens que de prendre des décisions politiques. Et pourtant, il ne peut pas y avoir de véritable changement écologique s'il n'y a pas de décision politique. Vous voyez, donc en même temps, comme on est empêtré dans notre propre conscience, on n'est pas capable de se retourner vers le politique en disant mais prenez vos responsabilités. Voilà. Vous avez parlé de domination. Ouais. Pardon? Ce sont des logiques de domination et de soumission. Vous avez parlé de domination donc, et vous parlez aussi de domination domestique. Oui. Alors, quel est le lien avec la domination domestique? La destruction de l'autre, de son image, de sa propre image. Donc l'autre va vraiment faire un travail de sape. Et ça, c'est très important, à tout niveau. Donc, il va rabaisser en permanence. Et donc ça c'est terrible. Parce que la personne, elle va en arriver jusqu'au point
de culpabiliser, donc de croire son bourreau. C'est vrai que je vaux rien, c'est vrai que je suis nulle, c'est vrai que je ne suis pas capable, c'est vrai que je ne fais pas assez bien, c'est vrai que je suis moche, c'est vrai que je suis bête, etc. Et donc, elle va culpabiliser d'exister. Et donc, quand vous avez le sentiment d'être en trop dans la vie, donc de ne pas avoir la moindre légitimité quant à votre propre existence, eh bien, vous n'avez plus besoin de vous battre pour vous-même, puisque vous avez déjà le sentiment de ne pas exister. Marguerite Duras, dans un article qui avait fait polémique terrible sur l'affaire du petit Grégory, sublime Christine V, c'était terrible cet article, il était complètement faux, qui était paru dans l'IB dans les années 80, c'était vraiment n'importe quoi. L'interprétation de Duras, elle était, mais elle n'est pas à lire sur l'affaire du petit Grégory, elle est à lire sur la place des femmes dans une certaine condition. Et elle a une phrase qui résume tout cette idée-là. Elle dit « la paire de gifles pour le beefsteak mal cuit ». Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez cette logique de domination d'un homme qui non seulement elle lui fait à manger, elle lui cuit sa nourriture, mais ça ne va jamais assez. Ce n'est jamais assez bien. La paire de gifles. Et là, c'est pas fais-le cuire un peu plus, s'il te plaît, ma chérie. Merci de m'avoir fait à manger. C'est pas ça. Là, c'est la paire de gifles directe. Tu te rends même pas compte. C'est mal cuit, paf! La paire de gifles pour un beefsteak mal cuit. Ça, c'est des logiques où, quand on traite un être humain comme ça peut être des enfants aussi, quand on traite un être humain comme ça, avec ces logiques de domination et d'humiliation constante, on finit par ne plus exister. Et on porte cette culpabilité intrinsèque, cette culpabilité qu'on pourrait presque dire avec Karl Jaspers, cette culpabilité métaphysique, ou encore avec le procès de Kafka, que je citais, qui est vraiment la culpabilité d'être, le fait de se sentir en trop dans l'existence. Et quand vous vous sentez non légitime dans le fait d'être, vous ne vous battez plus pour vous-même. Vous n'êtes plus rien. Donc pourquoi partir? On n'est plus que la chose de l'autre. Et on se soumet en permanence. On se réduit alors à travers ce processus-là finalement. C'est pas qu'on se réduit, c'est qu'on n'existe plus, on est un néant. On est anéanti au sens littéral. C'est archi dur. Ouais, c'est vraiment un processus qui est très, très dangereux. Et aujourd'hui, justement, vous parlez de la guilt génération. La guilt génération, alors c'est une notion employée au marketing. Guilt génération, c'est la génération coupable. Ce sont nos enfants, enfin même une génération un tout petit peu intermédiaire de nos enfants. Ce sont les jeunes d'aujourd'hui qui ont le sentiment d'hériter d'un monde qu'ils n'ont pas choisi et dont ils sont responsables. Ouais. C'est-à-dire un monde en pleine destruction, un monde au bord du chaos. Voilà, faut quand même pas oublier, je sais pas quel âge vous avez, vous êtes de quelle année? Vous êtes 87, donc j'ai 35 ans. Ouais, moi j'ai 10 ans de plus que vous. Peut-être que ça avait encore changé à votre époque, mais moi je sais que quand j'étais plus jeune, j'étais enfant, on regardait pas les mégots de cigarettes par terre, les papiers ils étaient jetés par terre, enfin, on n'avait pas du tout la même éducation qu'on donne aujourd'hui à nos enfants, et heureusement. Mais néanmoins, les jeunes d'aujourd'hui sont les héritiers de ce monde-là. Et on leur demande de changer le monde alors qu'ils ne sont pas responsables, mais ils sont coupables. Vous voyez, la guilt génération. Et j'ai beaucoup d'espoir en cette jeune génération parce qu'ils ont la tête sur les épaules, ils ont conscience des choses, ils ont une responsabilité qu'on n'avait pas, notamment sur le devenir de la planète et de l'humanité. Ça n'a jamais été autant menacé, me semble-t-il, de ce point de vue-là. Et il est évident qu'ils ont conscience de ça. Et ils vivent avec cette responsabilité-là. Et ils ne font pas que parler, ils agissent. Voilà. Et puis, ce sont des enfants du virtuel. Les gamins de 2000, ils ont 21 ans, 22 ans aujourd'hui. Donc, ce sont des gens qui ont grandi en étant connectés. Ça veut dire quoi? Mais je trouve ça génial parce que ce sont des gens qui sont en lien. Vous voyez, je ne sais pas si vous jouez, vous êtes gamer un peu, vous jouez aux jeux vidéo ou quoi que ce soit, mais quand vous jouez dans des jeux vidéo, vous jouez avec n'importe quel partenaire. On est forcément, on est avec un autre être humain. On n'est pas avec une culture, une race ou je ne sais pas quoi. On est avec un autre être humain. Donc, il y a un côté cosmopolitique, citoyen du monde, qui fait qu'ils grandissent avec cette conscience qui n'est plus une conscience ni nationale, ni étatique, ni culturelle, mais qui est une conscience humaine.
Et ça, ce n'est qu'un principe de tolérance dès le départ. Pour moi, j'ai beaucoup d'espoir en cela. Voilà. Et je trouve que d'une certaine manière, le virtuel, les liens avec le virtuel de ce point de vue-là, je trouve que c'est très important. Ah oui, d'accord. Ok. Donc vous êtes finalement pour ce côté virtuel. Ah ben complètement. Hein. Vous avez vu tout ce que j'ai écrit sur le sujet? Et c'est ce qui nous permet en plus aujourd'hui de pouvoir échanger. Donc au final, ça marche aussi bien. Mais justement, dans ce cadre-là, lorsqu'on est face à une guilt génération, lorsqu'on est face à une culpabilisation de masse, lorsqu'on est face à des choix contraints dans cet environnement-là, comment est-ce qu'on fait pour retrouver sa liberté? Ce qui est très important, c'est d'avoir des mécanismes de résistance. Alors déjà, pour commencer, le problème de la culpabilisation sociale, c'est que comme elle crée de l'égarement, de l'incertitude, des déboussolés moraux, on n'arrive plus à penser. On ne sait plus où est le bien et le mal, on ne se pose même plus la question parce qu'on pense que l'extérieur, les normes, quelles qu'elles soient et multiples et différentes de l'extérieur, valent mieux que notre propre jugement. Bon. Donc ça, il faut remettre ça en question déjà. Il faut être capable de faire déjà de dire non. Voilà, comme moi j'ai pu faire avec cette médecin. À un moment donné, je lui dis non, je ne suis pas d'accord. Je ne me soumets pas à la dictature des chiffres, des statistiques. Il y a une courbe pour ma fille. Voilà, donc déjà dire non. Ensuite, s'interroger soi-même, s'auto-évaluer, mais pas en fonction des normes extérieures, mais en fonction de son sentiment moral. Contre les lois morales extérieures, imposer son sentiment moral intérieur. Et s'y tenir, avoir le courage de résister. Ça demande pas mal de confiance en soi. Et surtout, ce qu'il faut faire, c'est briser le silence. Ne pas avoir honte. Voilà, dépasser la honte. Moi, j'ai commencé à parler auprès des mamans de l'école de ma petite. Bon, comme on est tous dans le même quartier, vous voyez, les écoles, elles sont dans le même quartier. Ouais. Donc, forte chance que d'autres personnes connaissaient cette médecin. Et effectivement, ça a été un drame. Ah. J'ai appris de la part de plein de mamans différentes qu'elle avait torturé des mamans de multiples reprises. Donc, c'est quelqu'un qui fait du mal, en fait. Je ne sais pas si c'est consciemment ou pas, mais bon. En tout cas, elle dit des choses qui sont extrêmement violentes. Ouais, c'est clair. Et je me suis rendu compte en parlant que tout le monde gardait ça pour soi. Bah, parce qu'on a honte. Et donc, ce qu'il faut faire, et ça, c'est impératif, c'est briser le silence. Libérer la parole. On est tous dans la même situation. Il faut briser le silence. Parce que déjà, en brisant le silence, on a ce fardeau de la culpabilité qui va être déposé en partie. C'est très important. Et on arrête d'être isolé. C'est ça c'est les premières choses à faire. En fait, finalement, cette culpabilité que l'on vit chacun en soi, ce qui pourrait être bien, ce serait la mettre sur la place publique ou la partager avec d'autres afin que finalement on la vive de manière un peu plus diluée. C'est surtout, là je parle vraiment de culpabilisation sociale, c'est-à-dire des injonctions extérieures, etc. C'est surtout qu'on les subit tous. Vous avez un patron, par exemple, un manager qui est complètement, qui est très exigeant, très dur, qui vous maltraite. Il y a de fortes chances qu'il maltraite d'autres, que son mode de management ne soit pas qu'appliqué qu'à vous. Donc quand il vous met en situation de choix contraint, tu me fais ce dossier pour demain matin 10h ou t'as pas ta prime, situation de choix contraint, il y a de fortes chances qu'il y ait d'autres. Si vous êtes seul parce que vous avez honte et que vous allez travailler comme un fou jusqu'à ne pas réussir et que vous n'aurez pas votre prime de la même manière, etc. Enfin voilà, vous êtes coincé, etc. et que vous avez honte parce que vous n'allez pas paraître moins bon que les autres, vous allez vous taire. Mais si vous avez le courage de dire et de dénoncer à d'autres, attends, ce qu'il me fait là, ça va pas. Est-ce que tu as eu la même chose? Et vous êtes plusieurs, ça n'a pas du tout le même écho et la même force. Et là, on entre dans un mécanisme de résistance. Mais il faut qu'intérieurement, le sentiment moral fonctionne en disant non, je ne suis pas d'accord. Et s'y tenir, avoir confiance en soi. Être à l'écoute aussi de ses ressentis aussi, finalement. De son sentiment moral. Faire exercice de son sentiment moral, très important. Et du coup, vous parlez aussi de l'éthique de la sincérité. Voilà, oui, mais ça, c'est l'éthique de la sincérité, ça peut rejoindre ce qu'on vient de dire dans la mesure où il faut être sincère avec soi-même, dans le sens où il faut être capable de s'interroger soi-même pour savoir ce que l'on veut vraiment. Et c'est là où, quand vous avez cette force, ce cordeau intérieur, ethos, cette tenue de l'âme, quand vous avez cette capacité à résister intérieurement et à ne pas céder au regard juge ou aux injonctions intérieures, c'est là où vous pouvez justement mettre à distance les discours qui entraîneraient une culpabilisation sociale.
Et c'est ça, ça rejoint évidemment cette problématique de l'éthique de la sincérité. Mais c'est une pratique, c'est quelque chose qu'il faut entretenir, qu'il faut éprouver, il faut s'exercer à ça. C'est vraiment une discipline. Parce que la tentation de céder aux injonctions extérieures est vraiment très forte. D'accord, merci Elsa. Merci à vous. En tout cas, c'était super. Super intéressant. Je pense que je vais en lire d'autres de livres de vous, avec plaisir. L'éthique de la sincérité, par exemple. Par exemple, voilà. Of course. À bientôt. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.